à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Et justement, ce focus, il a choisi de démocratiser la santé et le bien-être en parlant autrement du corps, de la posture et des petits gestes du quotidien. Avec humour et pédagogie, il a conquis un large public en ligne. Portrait d'un kinésithérapeute pas comme les autres. Et c'est Grégoire Gibault, alias Major Mouvement. Et puis, on vous propose de découvrir ou peut-être de redécouvrir un magazine aujourd'hui dans l'École du Futur, un magazine et plus largement un média sur le numérique à destination des adolescents pour leur apprendre à mieux le comprendre et surtout à mieux l'utiliser. Il s'agit de Geek Junior dont nous avons le plaisir de recevoir la personne qui l'a imaginé, c'est Christophe Coqui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondateur et rédacteur en chef de Geek Junior dont on va parler tout au long de cette émission, mais d'abord c'est le focus. Il met en lumière les mots de notre corps et réunit plus d'1 million de personnes sur sa chaîne YouTube. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, nous transporte dans son univers de kinésithérapeute passionné entre humour, divertissement et conseils santé. Il est notre focus du jour présenté aujourd'hui par Dylan Colère. Il est assez stylé ton masque de Batman. Il te va super bien. En fait, s'il faut, Batman, c'est quelqu'un qui se trimballe un torticolis depuis le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mal de dos, mauvaise posture, besoin d'une consultation, ça tombe bien. On s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui révolutionne l'univers de la santé sur Internet. Major Mouvement. Grégoire Gibault, kinésithérapeute de 37 ans originaire de Toulouse, est devenu en quelques années une figure incontournable de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. Diplômé en kinésithérapie, Grégoire a commencé sa carrière de manière plutôt traditionnelle. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il décide de partager sa profession. Son approche novatrice mêle expertise médicale, humour et divertissement. Et comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Major Mouvement, c'est aujourd'hui près d'1 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 148 000 abonnés sur TikTok. Le vidéaste met en lumière les mots de notre corps en apportant connaissances et exercices pour mieux le comprendre. À travers des objets du quotidien, il illustre ses propos, rendant ses conseils facilement applicables. Est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir gagner en amplitude pour toucher le sol et de sentir que tu es limité? Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Au-delà des réseaux sociaux, Major Mouvement est aussi auteur de livres à succès tels que 10 clés pour un corps en bonne santé. Il invite également sur sa chaîne de nombreuses personnalités dont il essaye de déceler tous les secrets de leur corps. Aujourd'hui, une analyse de posture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Dans ces vidéos, en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le sport transforme notre corps? Et dans quelle mesure, moi, avec mon expérience de kiné, je suis capable de voir tes points forts, tes points faibles, tes douleurs, tes blessures. C'est la fameuse analyse de posture. Oh putain, ça rime. Malgré son succès, Grégoire maintient une pratique clinique, soulignant l'importance du contact direct avec ses patients. Il représente aujourd'hui une profession peu médiatisée, lui qui conjugue habilement expertise médicale et communication moderne. Un phénomène qui pourrait bien influencer durablement la manière dont nous appréhendons notre santé au quotidien. Puisque les ados utilisent tous les jours leur smartphone, ordinateur et tablette, nous avons décidé de les appeler les digital natives. Cette génération pour laquelle le numérique serait intuitif. Mais être à l'aise avec un outil, ça ne veut pas forcément dire qu'on le comprend vraiment. Alors pour aider les ados à y voir plus clair dans leur pratique numérique, mon invité du jour a décidé de lancer un média entièrement dédié au numérique pour les 13-17 ans et on en parle tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Coqui, fondateur et rédacteur en chef de Geek Junior. Alors Geek Junior, c'est un magazine qui existe depuis 2020, un site depuis un petit peu plus longtemps que cela. Mais peut-être que nos téléspectateurs ne vous connaissent pas. Alors racontez-nous, qu'est-ce que Geek Junior, Christophe? Alors Geek Junior, c'est un projet familial déjà. On a eu l'idée de Geek Junior en 2015, sous la forme d'un blog. On avait des enfants qui arrivaient dans l'adolescence, qui commençaient à pratiquer les outils numériques et une tablette, un smartphone. Et c'est un moment, on se dit, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour les accompagner. Et que ce soit en
de parents, d'éducateurs, on n'avait pas non plus suffisamment de support pour les accompagner dans leur vie numérique. Et on a commencé avec un blog. Et pendant 5 ans, ça fonctionnait très bien. Et ensuite, après, on s'est dit, il manque quand même quelque chose, un support qui reste, un support un peu avec un côté encyclopédique. Et on a pensé à une version papier qu'on a lancée en 2020. C'était 3 jours avant le premier confinement. Oui, c'est ce que j'allais dire, les dates concordent avec le confinement. Oui, bon timing. Très bon, vous avez eu le nez creux. Hein. Oui, mais en fait, ça nous a servi parce qu'on avait fait une campagne Ulule à l'époque. Et en fait, c'est un moment où les adolescents et surtout leurs parents, ils étaient tous ensemble pour des fois presque pour la première fois, et tous avec des écrans. Et beaucoup de parents se sont posés des questions à ce moment-là. C'était un peu une petite révélation sur la vie numérique de leurs adolescents. Et nous, on arrivait avec le magazine qui expliquait, qui accompagnait les adolescents d'une manière très pratique et très concrète pour leur montrer à la fois les côtés positifs et négatifs, comment bien utiliser les écrans, quel type de logiciel, avec des tutoriels pour les accompagner. Et tout de suite, ça a beaucoup intéressé à la fois les parents, les ados, et puis aussi les collèges qui commençaient aussi à s'intéresser réellement à cette question. Alors, ça veut dire que là, aujourd'hui, votre cible, donc, c'est les ados, c'est les 13-17 ans, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? Non, c'est les années collège et lycée, en fait. On ne détermine pas réellement un âge, mais c'est vrai que c'est parce qu'à partir de 11-10 ans, c'est... les enfants commencent à être en autonomie, souvent c'est à partir du collège. Et même avant, hein, malheureusement, aujourd'hui, on sait que bon, les enfants, ils sont assez tôt, finalement, si ce n'est pas sur l'ordinateur, au moins sur le téléphone, et c'est déjà un objet numérique. Ouais, Bon, vous vous adressez aussi aux parents, ça, on l'a bien compris. Est-ce que dans le magazine, vous avez aussi une partie parents, ou est-ce que là, c'est vraiment l'espace des enfants, le magazine? Parce que sur le site, je sais que vous avez un onglet, hein, parents, bien évidemment. Mais le magazine, j'ai l'impression que c'est quand même un objet qui a plus été pensé pour eux. Alors, c'était vraiment pensé pour les adolescents. Alors, il y a une partie, tout à la fin, il y a une page qui s'appelle Le coin des parents, avec des petites recommandations, des chiffres clés qu'on partage. Ensuite, c'est vraiment pour les adolescents. C'est-à-dire qu'il faut que l'adolescent sente que c'est un magazine pour lui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents aussi qui le lisent, et on le considère comme un outil de conversation en fait entre les parents et les adolescents. Des deux côtés, ça peut être les ados qui disent tiens, nous on a vu ça dans Geek Junior, et justement toi en tant que parent tu fais l'inverse, c'est peut-être pas bien, ou c'est un outil d'accompagnement entre les générations. On peut comprendre hein, que les parents le lisent aussi potentiellement Geek Junior, parce que ça, on l'oublie aussi, c'est que en fait, on a tous été jetés dans le numérique, j'ai envie de dire quelque part, comme on nous jetterait dans l'eau, sans avoir finalement toutes les bases pour bien le comprendre. Donc même les parents, ils sont perdus. Non, mais tout le monde est un peu perdu parce que ça va très vite. On le voit avec l'intelligence artificielle aussi. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des supports qui soient aussi écrits, qui permettent aussi de revenir 1 mois après ou 2 mois après sur un sujet en disant tiens, je l'ai vu sur Geek Junior, au fait, comment on fait ça, comment on va sur une application regarder les paramètres pour bien utiliser, c'est important pour les réseaux sociaux notamment. Et c'était vraiment l'idée de ce magazine, de pouvoir aider les adolescents à être à l'affût. On a une partie actualité qui est très importante. C'est un mensuel, donc c'est par abonnement. Et donc, on essaye de suivre au plus près l'actualité du numérique aussi, pour que quand ils entendent un mot-clé, quand ils entendent une expression, ils se disent tiens, au fait, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'ils puissent retrouver ça dans le magazine. Mais alors, du coup, ce magazine, quand vous l'avez créé, vous nous avez dit qu'effectivement, vous ne trouviez pas forcément les informations sur Internet, ou même peut-être déjà dans la presse papier. Il n'y avait pas du tout de magazine vraiment dédié au numérique pour les adolescents ? Non, il n'y avait pas. Et alors moi, j'étais journaliste, je couvrais l'actualité numérique à cette époque déjà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour les adultes, hein, mais il n'y avait pas vraiment encore réellement de réflexion en 2015, quand on a commencé avec le blog, sur au fait nos adolescents, comment ils font. Comment ils utilisent ça, et comment est-ce qu'ils l'utilisent bien. Et l'éducation aux médias commençait à s'intéresser au numérique, et puis c'est après petit à petit sur
sur les 10 années qui sont passées ensuite, qu'on a compris aussi que ça devenait quelque chose de très important dans la vie des adolescents, parfois trop important avec le temps d'écran, etc. Bien sûr. Et tout un tas de sujets qui maintenant sont des sujets de société. Et c'est vrai que c'était important d'avoir un support pour les éclairer. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres médias qui ont émergé, des concurrents à Geek Junior, ou ça reste encore vraiment un sujet assez niche, ce rapport numérique ado? C'est assez niche, enfin, de la manière dont nous le faisons, c'est-à-dire avec un esprit très pratique et très concret. On est les seuls à faire ça, effectivement. Alors, Geek Junior, c'est assez, finalement, j'ai envie de dire, explicite comme mot. On sait ce qu'on va trouver dans le magazine, a priori, en le lisant. Et en même temps, le mot geek, ça reste un mot qui est encore très stigmatisé. Est-ce que vous craignez pas quelque part que ça restreigne un petit peu le lectorat, qu'on se dise, oula, moi je suis pas un geek, je vais pas m'aventurer sur ce type de magazine? Ou est-ce que ça n'a pas d'impact? Non, ça n'a pas vraiment d'impact. Pour la petite histoire, on cherchait un mot comme ça, et quand je vous parlais que c'était une aventure familiale, parce que c'est un média que je fais avec mon épouse. C'est un jour dans la voiture avec les enfants, on leur a demandé, tiens, est-ce qu'on va chercher un titre pour un média sur le numérique? Et c'est Geek Junior qui est apparu comme ça. Donc c'est même avec les enfants eux-mêmes, Oui. ils se sont dit, c'est Oui. la bonne idée. Oui, c'est le meilleur focus group marketing, c'est demander aux ados. Effectivement, ça peut aider quand effectivement après ce sont eux la cible. Alors encore une fois, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va rentrer un petit peu plus dans le contenu de ce que vous proposez dans vos magazines. Quel type de sujets vont être abordés? Alors on a compris, il y a de l'actualité. Il y a quoi d'autre? Alors en fait, le numérique, ça couvre toute la société, tous les sujets. On a bien sûr, ça c'est sur la fin, tout un tas de tutoriels qui vont être sur la programmation, comment utiliser un logiciel, comment mieux utiliser son PC, parce qu'ils commencent aussi à avoir leur premier ordinateur. La bureautique. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y a beaucoup d'adolescents qui, finalement, n'étaient pas très à l'aise avec la bureautique, savaient à peine envoyer un email ou une pièce jointe dans un email. Donc, il y a beaucoup il y a une partie pratique comme ça. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle Science et Tech, qui, là, on ouvre un peu le champ des possibles. Voilà, le champ éditorial avec des sujets qui vont être sur, par exemple, la musique et l'IA, qui peuvent être des sujets autour de la science, plus large que uniquement le numérique en tant que tel, sur l'espace, par exemple. Sur les voitures du futur, sur tout un tas de sujets comme ça. Et après, à chaque fois, on a un dossier principal dans chaque numéro. On va, sur 3-4 pages, parler de... là, c'est des sujets très variés aussi. Ça peut être sur une application, ça peut être sur l'éducation aux médias. On a une page sur l'éducation aux médias. On a aussi une page qui s'appelle Ma vie au collège, où là, c'est plus sur la partie éducative, s'il y a, par exemple, une nouvelle application sur l'éducation, pour leur apprendre quelque chose. Et donc, à chaque fois, on a un sujet principal qui peut être sur l'éducation aux médias, là, avec le numéro de mars. Le prochain, c'est sur la programmation, justement sur les outils qu'on appelle no-code, qui sont des outils où, en fait, sans savoir coder, on va pouvoir créer une application, un logiciel, une page web. Est-ce qu'il y a une rubrique qui fonctionne particulièrement bien? J'imagine que vous avez quand même quelques retours des lecteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les séduit plus? Vraiment, ce sont les tutoriels, parce qu'on a des retours là-dessus où ils vont nous dire, ils vont nous poser des questions, ils vont, des fois, ils voudraient qu'on aille plus loin sur un tutoriel, mais bon, c'est la contrainte du papier, là. Bien sûr, on ne peut pas non plus étendre ça sur Tout à fait. un nombre de pages trop Mais important. c'est vrai que les tutoriels fonctionnent bien. Et puis la page éducation aux médias, on va traiter vraiment de sujets très pratiques sur les médias. Et donc aussi sur toutes les contraintes. Par exemple, il y a beaucoup de questions en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Et on avait fait comme ça un article qui disait l'intelligence artificielle, l'IA, ce n'est pas ton ami, par exemple, pour expliquer que ce n'est pas Malgré l'anthropomorphisme, ça n'est pas effectivement un véritable ami. Ça reste un robot. Des algorithmes
qui sont derrière. Bon, on va continuer à parler de tous ces sujets, on va continuer à parler de Geek Junior, on va parler aussi de cahiers d'activités qui vont sortir prochainement. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, on va faire un petit tour sur la planète tech. Vous la connaissez, la bonne vieille rengaine. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Coller. On 50, on 80, 250, 310. Sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, on parle d'un magazine Geek Junior qui permet finalement de lancer un petit peu, j'ai envie de dire, la culture numérique des ados, des 13-17 ans. On va continuer à en parler tout de suite en seconde partie d'émission. Et pour ce faire, qui mieux que le fondateur et rédacteur en chef de ce magazine, Christophe Coqui. Alors, juste avant de partir en pause, on a commencé un petit peu à évoquer le contenu de vos magazines Geek Junior, notamment le fait que vous avez donc chaque mois, assez logiquement, hein, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des magazines, un gros dossier qui va traiter d'un sujet sur 3-4 pages. Ça, comment est-ce que vous choisissez quel sujet vous allez faire chaque mois? Est-ce que peut-être les lecteurs ont leur mot à dire ou est-ce que ça vient juste finalement de votre nez, de votre capacité à sentir quels sont les sujets importants? J'allais dire, c'est un peu des deux. On fait une grosse feuille déjà pour savoir exactement un peu quelles sont les tendances. On essaye aussi d'avoir des sujets qui sont très variés d'un mois à l'autre. Pour que ce soit à la fois, on va avoir un sujet qui peut être un peu geek, un peu plus pointu, comme le numéro qui va sortir au mois d'avril là, sur le no-code, c'est-à-dire apprendre à programmer sans savoir programmer. Oui, c'est ça. Avec des outils qui nous aident pour ça. Et puis après, on va avoir des sujets beaucoup plus généralistes, soit sur les réseaux sociaux, sur la musique. Voilà, on essaye d'ouvrir tous les champs du possible du numérique dans chaque numéro avec des sujets qui sont très variés. Après, bien sûr, il y a aussi par exemple, au mois de septembre, on va plutôt parler de la rentrée
Bien et sûr. quels sont les outils numériques pour faire sa rentrée scolaire. Ça, c'est les fameux marronniers dans le jargon Tout à fait. journalistique. À chaque fois, il Effectivement. faut quand même trouver une approche un peu différente. On avait fait il y a l'année dernière autour de l'intelligence artificielle. Donc on ne va pas refaire la même chose cette fois. Bien On sûr. va essayer de trouver encore un autre angle. Et voilà. Et après, bien sûr, aussi, c'est des retours un peu de lecteurs aussi ou de professeurs. On en a aussi. Et après, c'est notre veille au quotidien. C'est-à-dire que moi, je fais une veille quotidienne aussi parce qu'on a une newsletter gratuite qui est destinée aux professionnels de l'éducation. C'est une veille sur l'éducation numérique. On a plus de 8000 abonnés. Et donc, là aussi, ça m'oblige en fait tous les jours pour nourrir cette newsletter, de faire une veille et de sentir un peu les choses, quels sont les sujets les plus intéressants. De rester alerte. Mais alors du coup, si je résume bien, dans le magazine, c'est à la fois des sujets un petit peu d'actu et à la fois des sujets intemporels. Exactement, c'est un mélange des deux, c'est ce qui j'espère fonctionne, en tout cas c'est pour l'instant. Bon, a priori, ça fonctionne, puisque ça fait 5 ans déjà que le magazine est lancé. Bon, on l'a dit, hein, une partie de vos magazines, elle est aussi dédiée à une approche très pratique avec des tutoriels. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette partie-là? Par exemple, le dernier tutoriel qu'on a eu sur le numéro de février. Alors, sur le dernier numéro, on a... alors, qu'est-ce qu'on avait comme tutoriel? Que je vous mette pas une question piège, hein. Vous pouvez me Non, parler non, d'un autre tutoriel si celui-ci, vous ne vous en souvenez pas. On a toujours des tutos sur la programmation, ça c'est très important. À chaque fois, on essaye aussi de faire découvrir de cette manière-là des nouvelles solutions sur la programmation. Et après, on a fait un tutoriel, c'était sur les PC par exemple, où là on expliquait comment ne plus utiliser Gmail, qui est utilisé par tout le monde, et comment en fait toutes nos données pouvoir les transférer sur un autre client mail. Là, on avait choisi Melo, qui est une solution française. Et voilà, pas à pas, comment expliquer qu'on peut aussi utiliser d'autres solutions que les grandes solutions des GAFAM. Des GAFAM. C'est aussi un peu notre rôle hein, de faire ça à travers des tutoriels et pas uniquement des articles. Et alors, ces activités, elles sont faites pour être réalisées en toute autonomie ou plutôt avec les parents? L'idée, c'est vraiment que ce soit fait en toute autonomie. Après, parfois, on va dire, tiens, pour telle chose, tu peux aussi voir avec tes parents. Notamment quand c'est pour l'inscription d'un compte. Parfois, c'est mieux d'avoir l'autorisation, en tout cas, Bien que sûr. les parents soient au courant. Les questions Ça de dépend aussi sécurité des données. Voilà, exactement, pour la sécurité des données aussi. Et alors, puisque là, on parle d'action avec ces tutoriels, on va glisser doucement vers le sujet des cahiers d'activités que j'ai teasé un petit peu en première partie d'émission. Donc, ces cahiers, ils ont vocation à sortir en mai. Vous êtes actuellement en campagne de financement. Il y en a un pour apprendre à coder en Scratch et l'autre pour bien utiliser l'intelligence artificielle. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans ces cahiers, dans les grandes lignes? Alors, dans chaque cahier, ils vont être composés de 25 tutoriels. Donc, ce sont uniquement des tutoriels, avec quelques pages d'introduction et au final aussi quelques pages pour partager des ressources. L'idée à chaque fois, c'est d'une manière progressive de pouvoir maîtriser un outil ou une technologie. Donc, pour Scratch, qui est la plateforme utilisée notamment au collège pour découvrir la programmation. Et là, quand on dit programmation, là, c'est par bloc et pas on va écrire des lignes de code. Et donc, pour Scratch, c'est donc 25 tutoriels comme ça pour maîtriser, découvrir toutes les possibilités de Scratch. Et on travaille avec une journaliste spécialisée qui s'appelle Sarah Lacaze, et qui a déjà écrit des ouvrages sur le sujet et qui régulièrement nous fait des tutoriels en fait sur Scratch. Et c'est là où on s'est dit tiens, ça serait bien de réunir tous ces tutos en les améliorant dans un seul un seul magazine, dans un seul cahier. Et après, on s'est dit mais si on fait ça sur Scratch, on pourrait faire ça sur d'autres sujets. Et le deuxième sujet qui nous est venu naturellement, c'est l'IA. C'est l'IA, parce que c'est un vrai sujet pour les ados, les parents, les enseignants.
Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ces 2 cahiers, de les sortir en même temps. Et pour ça, on a voulu les exposer sous la forme d'une campagne de financement sur Ulule. Qui est toujours ouverte, hein, on Oui, le rappelle. elle a commencé il y a une semaine. On a déjà eu, sur Ulule, on a eu plus d'une centaine de commandes, mais on a aussi beaucoup de commandes directes, notamment pour les collèges, qui, eux, ne peuvent pas participer sur Ulule, où là, on a déjà presque 300 commandes aussi. Donc ça fonctionne très bien. Bon, bah écoutez, on vous souhaite effectivement que ça continue en ce sens. Et puis le message est passé pour ceux que ça intéresserait. Donc on est sur quoi? Une vingtaine de pages, une trentaine? Pour quel prix? Ah, plus que ça. Alors, c'est 64 pages. Ah oui, c'est le Parce double. que, voilà, parce que chaque tutoriel, c'est en moyenne 2 pages. Donc, parce qu'il faut quand même un minimum prendre le temps pour Bien sûr. expliquer. Et donc, il y a 25 tutoriels. Le prix, 12,95 €. Voilà, et ça partira chez toutes les personnes qui auront commandé ces tutos vers le 15 mai. Le 15 mai, le rendez-vous est pris. C'est des tutoriels qui sont accessibles pour des ados novices en la matière, ou est-ce qu'il faut déjà un petit peu avoir la fibre, ou alors est-ce que même peut-être il y a une progression aussi dans les tutoriels au fil du cahier? Ben, c'est vraiment l'idée, c'est que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout puisse se lancer. En tout cas, on les a pensés comme ça, et il y a effectivement une progression dans la difficulté. Au début, on va, par exemple, sur Scratch, comprendre les bases, et ensuite, après, on va pouvoir créer jusqu'à un jeu vidéo et un projet beaucoup plus complexe à la fin. Et pour l'IA, c'est pareil, on commence par vraiment les bases. On va expliquer avec une plateforme pédagogique qui s'appelle VitaScience comment ça fonctionne. Ensuite, après, on va expliquer comment parler avec une IA. C'est le fameux art du prompt. Dont on parle régulièrement ici. Voilà. Et ensuite, après, on va leur expliquer comment fonctionnent les principales plateformes. On ne va pas parler de ChatGPT. On va leur expliquer justement qu'il y a d'autres plateformes qui sont très bien aussi. Il y en a aussi des françaises, européennes. Voilà, c'est aussi l'idée de leur montrer qu'il y a d'autres solutions possibles à travers ces tutoriels. Et jusqu'à la partie créative, comment créer une image, comment même créer à la fin un petit film avec l'intelligence artificielle. Bon, bah pour pouvoir faire tout ça, malheureusement, il va falloir patienter un petit peu et puis surtout investir dans ces cahiers. Bon, on arrive à la fin de cette émission, Christophe, mais de votre expérience, un ressenti général, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste quant à l'envie d'apprendre des ados autour du numérique, de consolider leur culture numérique? Ils sont toujours très curieux en fait. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que je pense qu'ils sont de plus en plus critiques, informés. Ils s'informent, ils sont des fois même plus critiques, ils ont plus l'esprit critique que les parents et que les adultes. Alors qu'on s'en inquiète qu'il n'ait pas cet esprit critique. Voilà, et ils s'auto-forment, ils se forment entre eux aussi. Je pense que là, on est sur des générations qui qui sont nées avec vraiment le numérique actuel, et qui sont habitués à vivre. Pour eux, c'est une commodité d'avoir regardé un film sur leur téléphone portable, ou d'utiliser les réseaux sociaux. Et la vraie révolution pour eux, là, ce sont l'intelligence artificielle qui change vraiment leur pratique, et de manière très massive et très rapide. Et c'est à nous, en tant qu'adultes aussi, les accompagner, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Geek Junior. En tant qu'adulte et en tant que média, pour qu'un jour, ces enfants qui deviendront parents puissent à leur tour guider leurs enfants sur la voie du numérique. Merci beaucoup, Christophe Coqui, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc, vous êtes fondateur et rédacteur en chef de Geek Junior. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.